Michael Weber, bienvenue. Face à l'objectif, vous êtes sénateur de la Moselle. 2024 a été marqué par beaucoup d'événements en politique. Il y a eu de nombreux changements au gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous retenez de ces 12 derniers mois en tant que parlementaire ? D'abord, bonjour à vous et merci de cette invitation sur votre plateau. C'est vrai que l'année 2024 a été particulière et en tant que parlementaire et que sénateur, je me dis que quasiment en un an, j'ai vécu tout ce que l'on pouvait imaginer au regard de nos institutions. Je suis arrivé au mois d'octobre 2023. Très vite, nous nous sommes engagés dans la réforme de la Constitution par l'inscription de l'IVG. C'était l'occasion d'avoir un congrès. Ce n'est pas tout à fait neutre comme moment. Il y a eu un moment d'histoire très émouvant. Puis, il y a eu l'élection européenne avec la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je me souviens très bien de ce moment parce que j'étais à la préfecture quand l'annonce a été faite et que nous commencions à avoir sur nos boucles cette information par mon président de groupe. Puis, il y a eu une instabilité croissante. 4 gouvernements, 4 premiers ministres que j'ai eu l'occasion d'entendre avec leur gouvernement au Sénat lors des questions d'actualité du gouvernement. Et donc, c'est effectivement un moment particulier. Et je pense que même si nous, parlementaires, nous sommes totalement immergés dans cette situation-là, je mesure aussi que pour nos concitoyens, pour ceux qui nous regardent, eh bien, il y a une inquiétude face à cette instabilité quant à savoir où va notre pays et comment il peut retrouver en quelque sorte un peu de calme. Et est-ce que votre rôle de sénateur a justement été renforcé pendant cette période de dissolution, réélection ? Le bicamérisme en France est une tradition ancienne. Il a commencé dès la mise en place de la démocratie après la Révolution française et le Sénat actuel qui date qui a été remis en place dans les années 1873 a toujours montré ou souhaité montrer que justement il était un petit peu le pendant de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'il y a une dissolution qui touche les députés et pas les sénateurs, j'ai l'habitude de dire que le boulet nous est passé juste à côté, il a sifflé mais il ne nous a pas touchés, eh bien c'est aussi l'occasion de rappeler que le Sénat a un rôle particulier parce que d'abord il y a une forme de stabilité au Sénat, il y a une majorité claire, il y a une minorité, une opposition qui est elle aussi combative mais qui est présente et donc on arrive à avoir une discussion peut-être plus apaisée sur les textes de loi et d'avoir des décisions qui sont prises. Donc incontestablement, la place du Sénat aujourd'hui n'est absolument pas contestée et je crois qu'il viendrait à l'idée de personne que de remettre en question le Sénat, combien même c'est la Chambre des territoires et qui n'a pas la même légitimité en termes de suffrage de nos concitoyens que pourrait l'avoir l'Assemblée nationale. Et la fin d'année s'est achevée avec un nouveau gouvernement et la nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre. Quel est votre point de vue sur ce nouveau gouvernement ? Vous savez, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec la tripartition du monde politique et sans doute une forme de fracturation terrible, on s'aperçoit qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu autant de groupes parlementaires. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à créer en quelque sorte une coalition à l'image de ce que font ou ont fait pendant longtemps les Allemands, puisque maintenant, en Allemagne aussi, c'est un échec. Et la première épreuve, qui était celle de Michel Barnier, c'était celle-ci. Il n'y est pas parvenu parce que ce qu'on a appelé le socle commun était beaucoup trop réduit. Et là, le défi qui est celui de M. Bayrou, c'est de parvenir à faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement de motion de censure et il va devoir composer avec ce qui peut constituer une forme de socle, non pas commun, mais qui permettrait d'avoir une forme de stabilité politique, c'est-à-dire aussi bien la droite, les LR, que les socialistes. Et donc la question, elle est là. S'il arrive à faire et à trouver les moyens de satisfaire par des mesures qui sont symboliques pour les uns comme pour les autres, eh bien, je pense qu'on peut aller vers quelque chose qui soit peut-être plus apaisé pour le bien de nos concitoyens. Mais je n'en suis pas certain. En tout cas, ce que j'entends des discussions qu'il y a actuellement et de la discussion du groupe que nous avons eu socialistes cette semaine, avec l'expression de mon président de groupe Patrick Kanner, c'est qu'en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons fait des propositions fortes, en particulier sur la question de la retraite et du budget, que ces questions ont été entendues. Elles ont été prises en considération, en tout cas dans la discussion, peut-être plus qu'avec Michel Barnier. Mais par contre, les propositions tardent, en tout cas les décisions tardent à venir encore aujourd'hui. Et bien sûr, eh bien, la suite sera, je dirais, la conséquence de ces décisions à prendre. Vous espérez justement des évolutions, notamment pour la réforme des retraites cette année ? Écoutez, je pense que tout le monde peut comprendre que quand on est dans un groupe politique, on ne peut pas aller vers une non-censure, ce que nous souhaitons, s'il n'y a pas
un bouger, si on ne lâche pas quelque chose. C'est ça la discussion dans un rapport de force. Pour ce qui nous concerne, la rediscussion autour de la réforme des retraites est à mettre et à remettre sur la table. Je dis bien la rediscussion. Il ne s'agit pas absolument de dire que tout est acheté, mais il faut redéfinir les conditions d'une réforme pour deux choses. D'abord, préserver nos concitoyens retraités et éviter effectivement l'impact que cette réforme a. Et deuxième chose, malgré tout, aussi préserver notre système de solidarité de retraite. Alors vous êtes membre de plusieurs commissions, notamment celle de l'aménagement du territoire et du développement durable. Quelles étaient vos principales actions en 2024 ? Alors, sur la commission aménagement, territoire et développement durable, j'ai été rapporteur d'un texte de loi, notamment sur la protection des sols. Vous savez que je suis encore président de la Fédération des parcs naturels et régionaux de France et qu'à ce titre-là, tout ce qui a trait de près ou de loin à la biodiversité, puisque je suis aussi chef de file pour le groupe socialiste en matière sur les questions d'environnement, de biodiversité en particulier. Sur la commission affaires européennes, ça me semble évident en tant que frontalier, puisque la Moselle est un département frontalier, que l'on soit concerné par les sujets qui ont trait aux frontaliers français et franco-allemands et franco-luxembourgeois. Donc là aussi sur des questions parfois fiscales et sur d'autres sujets sociaux. J'ai rencontré l'association des frontaliers. On est intervenu à plusieurs sujets. On a eu un débat notamment aussi sur la formation. Et puis on a aussi eu un texte sur lequel j'étais chef de file pour mon groupe sur la simplification de la vie des entreprises. Les gouvernements successifs veulent faire de la simplification dans les textes de loi et donc c'était moi-même qui étais chef de file sur ce texte de simplification. Alors Bruno Le Maire n'est plus ministre de l'économie et des finances, mais lui m'avait engagé un chantier en disant qu'il fallait chaque année avoir une discussion sur cette simplification et a priori c'est moi-même qui piloterai pour ce qui concerne mon groupe ce texte-là si d'aventure il devait y en avoir un deuxième en 2025. Et quelles sont les avancées que vous espérez justement pour cette année 2025 ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui on voit bien que les sujets de fond sont en stand-by. Il y a quelques textes qui s'annoncent, sur lesquels je me suis moi-même exprimé en disant que je n'y étais pas favorable, notamment sur la question agricole. Je pense que ça va être un des sujets, notamment sur le premier semestre, qui va nous mobiliser beaucoup, peut-être le premier trimestre. Et de ce point de vue-là, j'ai sans doute une divergence de vue avec quelques autres acteurs du monde agricole. Je pense que la question du revenu est une question essentielle, mais je pense que la solution qui est apportée aujourd'hui en proposant des assouplissements, des mesures environnementales, n'est pas la solution appropriée à cette situation de crise. Et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir avec le Parlement européen pour imaginer une PAC qui soit une PAC européenne et que les services écosystémiques rendus par le monde agricole soient reconnus, y compris financièrement, dans l'action qu'il est leur aujourd'hui. Donc c'est un des débats que l'on va avoir avec le projet de loi d'orientation agricole et la proposition de loi du plomb, qui va être l'occasion de parler du monde agricole à l'occasion de ce premier trimestre en particulier. Et puis pour la suite, moi, le seul espoir que j'ai, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est de trouver les moyens de lutter contre cette instabilité, en quelque sorte. Je pense que le monde politique donne une mauvaise image actuellement dans sa façon de faire de la politique. Je crois que nos concitoyens sont très inquiets de la crise économique qui pointe, que l'on ressent, en particulier chez nous avec les fermetures d'entreprises dans SAR, de la crise internationale, d'abord l'Ukraine et la Russie, mais maintenant aussi les annonces qui sont faites par Donald Trump qui quand même nous inquiètent, de la crise écologique, on l'a vu avec Mayotte et on le voit actuellement en Californie. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte que ce ne soit pas une crise politique durable qui ne nous permet pas de répondre à la hauteur de ce qu'est la France à ces différentes crises et à protéger nos concitoyens. C'est vraiment, à mon avis, le sujet principal pour ce qui me concerne. Et alors, le rôle du sénateur, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. En parallèle, vous êtes très ancré sur le territoire, dans l'arrondissement, mais aussi dans votre village, Wölflin-les-Sarreguemines. Alors, comment vous parvenez à conjuguer ces deux mondes entre Paris et la Moselle ? Vous savez, je le vois actuellement sur les cérémonies des vœux, j'en fais un certain nombre, et je m'aperçois que les maires, et je l'ai été moi-même aussi, souvent sont un peu à décrier le monde politique en disant « nous sommes dans le réel, nous les maires ».
et vous, les parlementaires, vous êtes à Paris, vous représentez un peu l'élite parisienne, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier, et moi le premier, que je suis d'abord un citoyen habitant de Velflin, un village auquel je suis évidemment très attaché, pour lequel j'ai été le maire pendant très longtemps, et qu'il est important effectivement de se nourrir et de rester quand même dans le monde réel. Très vite, on peut se faire happer par effectivement les responsabilités que l'on peut avoir dans le cadre d'une vie parlementaire, mais je pense que c'est important d'être aux côtés des associations, d'être dans son conseil municipal encore, et c'est ce que j'essaie de faire effectivement plutôt du jeudi au lundi grosso modo avec le week-end, puisque du mardi au jeudi je suis plutôt sur Paris. Et à quel point vous arrivez à avoir un impact justement en tant que sénateur pour le territoire? Écoutez, c'est certain que je suis sénateur, je suis aussi encore conseiller régional du Grand Est, donc en tout cas moi je le vois comme ça, je n'interfère pas dans les affaires de mon successeur Fabien Peifer, qui est un excellent maire pour la commune de Velflin, mais j'essaie de lui donner simplement peut-être des tuyaux, y compris financiers, sur des opportunités qu'il peut y avoir, des programmes qui sont lancés pour effectivement faire en sorte que l'on garde sur Velflin ce temps d'avance, je crois qu'ensemble nous avons réussi à créer. Vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous invitez d'ailleurs les internautes à échanger avec vous. Est-ce que cela offre une nouvelle dimension à votre fonction de sénateur? Vous savez, on a de plus en plus, on s'aperçoit que même si le monde associatif reste dynamique, il faut essayer de trouver tous les modes de discussion et d'échange que l'on peut avoir avec nos concitoyens. Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est aussi cela. J'en fais un outil de discussion, de présentation de ce que je fais, qui me semble important, sans en faire trop, parce que je ne suis pas non plus un fan voilà, je n'essaie pas de mettre ma personnalité en avant et en valeur, mais je pense que c'est important, effectivement, que ça participe de la même approche que d'être tout simplement dans son conseil municipal et dans ses associations. Et justement, vous avez écrit le 5 janvier dans l'un de vos posts sur Facebook que vous voudriez consacrer cette année à recréer des liens, à lutter collectivement contre toutes les fractures sociales et territoriales qui opposent nos concitoyens. Alors comment vous souhaitez vous y prendre? Ce texte m'est venu suite à un livre que j'ai lu de Martin Vanier, qui est un géographe, et qui faisait le constat juste, à mon avis, que depuis quelques années, on parle toujours de fractures. Fractures territoriales, où on oppose la ville et la campagne. Fractures sociales entre les plus riches qui s'enrichissent, les plus pauvres qui s'appauvrissent, fractures politiques, internationales, etc. Et c'est vrai que c'est assez anxiogène en réalité, parce qu'on se dit ce qui est fracturé est en quelque sorte est cassé. Et cette société est peut-être un petit peu cassée. Et donc je pense, et c'est ce que prône Martin Vanier, qu'il faut que le temps de ce que lui il appelle la reliance est venu, c'est-à-dire de reporter une attention sur chacun d'entre nous que l'on croise, sur sa situation, pour essayer effectivement de recréer en quelque sorte du lien. Et ça me semble extrêmement important. C'est effectivement ce que je souhaiterais faire, parce que je pense qu'une société apaisée ne peut vivre que comme cela. Les êtres humains sont d'abord intégrés dans une société. Nous sommes des êtres sociaux. Hein, et donc, si l'on n'arrive plus à avoir d'interaction entre nous, eh bien, je pense qu'on perd en quelque sorte la raison de vivre. Donc, voilà, pour moi, c'est important, et j'essaye en tout cas de faire en sorte que chacune et chacun soit plus respectueux de l'autre, puisse discuter sans effacer les différences que l'on peut avoir, mais dans le respect, en essayant de défendre par la conviction ce en quoi on croit. Et vous l'avez évoqué juste avant, vous êtes également conseiller régional au Grand Est. Quels sont les principaux projets qui vous ont marqué cette année ? Alors, en région Grand Est, on est très engagé. Là aussi, je suis dans la minorité à la région, donc opposé avec Franck Leroy. La situation dans l'Assemblée régionale n'est pas toujours simple, puisque le Rassemblement national est très offensif. Donc nous, ce que l'on essaie de prôner, c'est là encore, notamment en termes de services, de faire en sorte, en particulier sur la question des transports. Vous savez que la question dans notre territoire est importante, hein, sur le sujet des transports et de la ligne ferroviaire, peut-être Sarreguemines Beach jusqu'à Niederbronn. En tout cas, la question de la mobilité est un sujet crucial. Je pense qu'il faut que l'on y réfléchisse. Et je le dis aussi à l'attention des mobilités douces, puisque je recevais l'association Sarreguemines à vélo cette semaine pour discuter aussi des préoccupations qui étaient leurs préoccupations justifiées. Ça fait partie des sujets
important pour nous. Je pense aussi à la lutte justement contre la fracture territoriale. Je pense qu'il faut une forme d'harmonisation à l'échelle du Grand Est pour que les territoires très ruraux comme la Haute-Marne ou peut-être qui sont plus à l'aise comme l'Alsace puissent travailler en synergie et que là encore on essaie de faire en sorte que l'ensemble d'un territoire se développe. Et bien sûr, il y a les enjeux économiques derrière. Je le disais tout à l'heure, il y a une crise économique qui pointe. Il faudra que nous soyons à tous les niveaux au rendez-vous de cette situation-là pour l'emploi, pour les familles qui en vivent et pour faire en sorte d'accompagner là où il y a des drames de ce type-là, les personnes qui sont directement concernées par ces situations. Et vous l'avez dit, que ce soit à la région ou au Sénat, vous siégez dans l'opposition. Alors comment vous faire entendre vos idées justement? C'est vrai que je n'ai pas toujours été dans l'opposition. J'ai aussi été dans la majorité en région Lorraine il y a de cela déjà quelques temps. C'est jamais facile. Ce que j'observe, et je le dis parce que à la région Grand Est, la majorité ne le dit pas elle-même, donc je suis obligé de le souligner. Nous avons fait de nombreuses propositions, notamment sur la prise en compte des publics les plus fragiles qui ont été reprises par la majorité par la suite. Donc là encore, c'est la force de conviction. Nous avons obtenu qu'un certain nombre de motions soient votées, que parfois certains amendements soient votés. C'est la politique des petits pas, c'est le jeu de la majorité de l'opposition. C'est très frustrant, c'est vrai, c'est très difficile parce que c'est une autre approche. On n'a pas accès nécessairement à l'ensemble des éléments quand on prend des décisions, mais c'est le jeu que je connais bien pour l'avoir pratiqué déjà par le passé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, vous avez la possibilité de vous exprimer directement face à nos téléspectateurs à la caméra. Bien, écoutez, chères téléspectatrices et téléspectateurs, d'abord je voudrais vous souhaiter encore une fois une très bonne année, une très bonne santé, parce que je pense que c'est ce qui conditionne tout le reste de la réussite qui peut être la vôtre, réussite qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit privée, dans vos engagements, dans vos projets. Et j'espère, en tout cas vous pouvez avoir la conviction et la certitude que je suis moi aussi engagé au service de notre territoire. C'est un beau territoire dont on peut être collectivement fier. Je pense à ce territoire de Sarreguemines Beach, Sarralbe, qui m'est moi aussi très cher et très important. Et j'espère que vous pourrez vivre heureux, épanoui et dans ce territoire-là, avec l'assurance bien que la vie politique en 2025, je l'espère, sera peut-être un peu plus apaisée que ce que l'on a connu en 2024. Très très bonne année à toutes et à tous.